Bienvenue à ce nouvel épisode d'Objets communs. Je m'appelle Gabrielle Desmarais et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Marie-Christine Fortier, la designer et fondatrice de l'entreprise SR. Je voulais vraiment jaser avec elle sur ce balado parce qu'elle incarne une grande force tranquille qui m'impressionne beaucoup. Sous ses traits doux et sa voix posée se cache une femme d'affaires aguerrie, disciplinée et une confiance rock-béton. Elle est tellement travaillante et visionnaire et tous ses choix sont faits en accord avec ses convictions environnementales et sociales. Puis malgré le fait qu'elle a eu des étapes déterminantes de son parcours qui ont été plutôt réfléchies, raisonnables, organisées, elle est aussi dotée d'une grande résilience. C'est ça qui lui permet de faire face aux moments les plus difficiles et d'avoir la force aussi de se repositionner s'il le faut avant de prendre son prochain élan. Notre discussion m'a confirmé pourquoi j'aimais tant cette femme. Parce qu'elle est tellement alignée et constante avec ses valeurs que tout ce qu'elle touche et cultive est habilement lié d'une façon ou d'une autre. Des bougies au design de vêtements, en passant par le développement durable jusqu'aux champignons qui créent des œuvres d'art. Cette Marie-Christine gagne à être connue et surtout entendue. Je vous souhaite une bonne écoute. Cette année, quand on s'est vu au hall, c'est là où j'ai cliqué, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir sur ce balado-là, c'était super. On a eu des belles conversations. J'ai trouvé que cette année, on était fatigués, les artisans. Ouais. Puis fatigués, on est tout le temps un peu fatigués. Je pense qu'à chaque année, moi, ça fait 15 ans que je fais mon métier de joaillière. Là, ça fait partie de la game d'être fatigué au temps des fêtes. On est un petit peu en même temps, un peu à l'adrénaline. T'es comme excité, c'est le fun. Il y a comme un thrill là-dedans. Puis cette année, je sais pas si c'est le climat social, environnemental, économique. Il y avait un essoufflement collectif qu'on sentait vraiment... C'était palpable. Le point de rencontre, ça a été les halls. Je pense que moi, je connaissais ton travail, je te connaissais plus ou moins, puis j'ai vraiment eu... je sais pas, c'était un beau moment où on a connecté, puis on a eu une vraiment belle conversation. On dirait que j'ai appris à te connaître à ce moment-là, puis j'ai compris que on vivait des choses similaires. Exact. On n'était pas les seuls. Puis ça a vraiment été... Puis ça, c'est la partie que toi, tu sais pas, mais ça a fait partie des raisons pour lesquelles je voulais faire ce podcast-là, parce que, en te jasant, moi, j'étais fatiguée. J'ai pris des décisions après parce que j'étais trop fatiguée, puis je sentais que ça s'en allait dans une zone un peu pas propre, là. Une zone pas le fun. Puis, en te parlant, puis en ayant le output, tu sais, comme toi, tu me racontais ce que toi, t'avais vécu, puis il y avait d'autres personnes là, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a plein de monde qui vivent ces difficultés-là ou qui vivent ces petits creux-là. Puis des fois, c'est des bons coups, mais on s'en parle plus quand c'est des bons coups, quand c'est des petits creux. Puis je me suis dit, mais personne ne se parle, jamais, tu sais, ou on le sait un petit peu, mais pas tant. On le sait à un moment de l'année qu'on est tout à bout. On s'en parle ça. Un peu, mais... Puis sinon, après ça, on est sur Instagram. Tu sais, on est sur les réseaux sociaux, puis on essaie de faire valoir notre business, puis c'est ça la vie, là. Fait qu'on est moins dans ces discussions-là. Puis je me suis dit, il faut que tout le monde ait cette espèce de lieu commun-là, donc objet commun, tu sais, de ce lieu commun-là où on peut discuter ou entendre du monde parler de la vraie réalité, mettons, d'entrepreneur. Quand ça va bien, c'est le fun, mais il y a aussi des moments où ça va moins bien, tu sais. Puis bref, que ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais te parler. Puis je voulais surtout savoir comment ça allait, là, tu sais. Théoriquement, ce matin, on se parlait dans un printemps doux, ensoleillé, il faisait 18. Finalement, il neige. C'est la tempête. Oui, c'est la tempête. C'est un peu étonnant, mais c'est pas grave. C'est beau. Ça fait quand même qu'on est dans ton espace, puis c'est très lumineux, puis c'est très beau. Mais je me demandais comment ça allait. Est-ce que ton poste, temps des fêtes, a été riche en questionnement pour toi aussi, tu sais? D'abord, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir au bureau aujourd'hui. Comment ça va? C'est toujours une question un peu difficile à répondre, là. Je pense que ça dépend des jours, j'ai envie de te dire. J'ai pris la décision en 2024 un peu de faire un recul là, par rapport à tout l'aspect mode de mon entreprise. Fait que ça a été personnellement et professionnellement quand même difficile comme décision, là, d'assumer que j'ai besoin d'un pas de recul, puis de réfléchir un peu à qu'est-ce que je veux pour l'avenir, comment je me vois dans les prochaines années, ça va être quoi un peu mon fonctionnement. Fait que ça a été beaucoup d'introspection, d'écoute envers moi-même aussi. Je te dirais que ça va beaucoup mieux qu'à l'automne parce que à l'automne, j'étais comme... J'assumais pas que j'étais pas sur mon X. Oui, c'est ça. Puis c'est dur. Puis tu peux faire une vie en n'étant pas sur ton X. Fait que c'est déjà génial, tu sais, que tu fasses comme, OK, moi, je vais faire des petits changements. Exact, c'est ça. Puis d'assumer, puis d'en parler à mon entourage que ça allait pas nécessairement bien, puis que je voyais le mur s'en venir. C'est ça, j'ai choisi avant de complètement couler de un peu me recentrer puis d'essayer de voir mes priorités puis comment on fait pour
avoir du plaisir au quotidien puis aimer ce qu'on fait, parce qu'au final, c'est la vie qu'on a choisie quand on est entrepreneur ou artiste. Puis j'avais plus de plaisir là-dedans, fait que c'est ça qui m'a amené à ces réflexions-là. Donc... Mais oui, puis c'est super. Puis tu sais, quand tu dis la vie que tu as choisie, t'as-tu toujours pensé... Est-ce que c'était écrit dans le ciel que tu étais pour être une entrepreneur? Est-ce que, tu sais, t'étais-tu la petite fille, la petite Marie-Christine qui faisait de la limonade sur le bord de la rue puis les bracelets tressés, là? Tu sais, t'as-tu été cet enfant-là entrepreneur tout le temps? T'sais? J'étais 110% cette jeune fillette-là. Ouais, j'ai eu beaucoup de petites entreprises. Puis ce qui est cool, c'est que mes parents m'ont toujours... vraiment encouragée là-dedans, puis laisser aller. J'ai des parents super ouverts d'esprit, fait que ils ont comme embrassé cet aspect-là de moi, puis ils m'ont laissé vaguer à mes petites occupations de future femme d'affaires. Exact. Puis est-ce que ce sont des parents entrepreneurs? Pas du tout. Pas en tout. Non, qui étaient ouverts à ça, tu sais. Ouais, vraiment ouverts. Je pense que mes parents, ce qui était important pour eux, c'est que mon frère et moi, on soit heureux. C'est vraiment là-dedans que j'ai été élevée. Puis c'est toute une richesse là, d'avoir ça. Puis je les remercie infiniment de c'est ça. Clair. Mon Dieu, c'est très libre. Oui, vraiment. Fait qu'au lieu de venir... quand j'étais petite, je voulais être soit vétérinaire ou créatrice de vêtements. C'est vrai, mais à partir de quel âge, là? Je sais pas, d'aussi loin que je me rappelle. Wow, quand même! Je voulais... Tu sais, vétérinaire, c'est parce que les amis à l'école, ils voulaient tout être ça. Oui, c'est souvent médecin ou vétérinaire, là, ça fait partie de la game. C'est un passage obligé. J'aimais beaucoup les animaux, mais c'est clairement pas une carrière pour moi. T'as-tu grandi... Je sais pas où t'as grandi. T'as-tu grandi entouré d'animaux sur une ferme? Non, pas du tout. J'ai grandi à Victoriaville. OK. Il faut que je plug le berceau du développement durable, parce que c'est comme, on dirait que ça fait partie de mon ADN, parce que c'est une ville qui est quand même très inspirante pour l'écologie, parce qu'on a rapidement intégré le compost. À la maison, on compostait depuis que je suis enfant. C'était vraiment comme les usines de recyclage, on les visitait, puis on faisait des projets scolaires de mascottes construites là, avec du recyclage. Fait que ça a tout le temps été un peu dans... Mais quand même, on s'entend que moi, à Chambly, le compost est arrivé il y a genre l'année passée. Non, mais c'est pas banal comme information. Non, c'est ça, mais nous, ça fait vraiment longtemps, puis ça change un peu la façon dont tu évolues, là, parce que c'est un climat où c'est super important de respecter la terre, de pas jeter ton sac de McDo dans la rue, tu sais, c'est comme... Je trouve qu'en tout cas, dans mon réseau à moi, dans mon enfance, c'était vraiment déjà installé, là, puis c'est ça, parce qu'encore faut-il que tu aies du compost dans la ville, mais il faut que tes parents aient envie. Tu sais, moi, j'ai des voisins qui sont encore un petit peu contre, là, tu sais. Ouais. Fait qu'encore faut-il que tes parents soient là-dedans, tu sais. Est-ce que c'est ton nid familial qui fait que ça nourrit, tu sais, justement, ça nourrit clairement tes qualités entrepreneuriales parce que ça a été libre puis ouvert à ça, mais est-ce qu'eux étaient super engagés, justement, tu sais, socialement puis environnementalement, tu sais, puis... Ben, environnementalement, oui, là, je dirais que, tu sais, c'était juste naturel, là, je dis pas que c'était des activistes, là, mais... Non. Mais c'est des gens qui ont toujours eu un souci de l'esthétique, l'aspect artistique aussi, qui sont pas nécessairement dans... Ben, ma mère a travaillé longtemps dans le domaine du design d'intérieur, fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je jouais à faire des petits moodboards avec elle. Elle faisait beaucoup de couture aussi à la maison. C'est ça que je me demandais, ta couture, tu sais, aussi, d'où ça venait? C'est ta mère. Oui, ma mère puis ma grand-mère ont toujours été vraiment présentes là-dedans, là. Puis est-ce que tu faisais des vêtements... Est-ce que tu faisais des vêtements même avec ta grand-mère ou avec ta mère aussi? Oui, c'est ça. Ben, ma mère, elle faisait toutes mes robes, puis elle me changeait même des fois... Elle était longtemps à la maison, là, puis elle me changeait 2 fois par jour de robe juste parce que, tu sais, elle adorait ça. Puis mais quand on va jouer dans le bac à sable, t'es sale, parfait, on change de robe, puis elle avait comme plein de... Fait que, tu sais, c'était le fun. Pour moi, l'habillement, c'était vraiment un jeu, puis... elle dépensait pas des fortunes, elle faisait vraiment avec des lots de tissus qu'elle avait à la maison, puis c'est ça, c'était juste un peu ce climat-là créatif qui était... Qui t'a nourri, exact, mais clairement, c'est très cool, en fait, ça sonne bien, là, c'est le fun. Puis est-ce que c'est eux qui t'ont encouragé après ça à partir pour Montréal? T'sais, à quel moment ça s'est inscrit que... Il fallait que tu quittes Victo, mettons, parce que ça semble être quand même confortable, tu es bien. Ben, étrangement, c'était confortable, mais je me suis jamais sentie si bien que ça. J'ai tout le temps senti que c'était pas nécessairement ma place, là.
sais, en secondaire 4 de mémoire, j'allais déjà visiter le cégep où j'allais. Fait que j'étais comme 2 ans d'avance. Ouais. Je savais vraiment, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire, mais j'ai pas nécessairement compris tout de suite ce que c'était, mais j'avais une attirance vraiment instinctive vers le domaine de la mode. Puis j'ai su très, très tôt que c'était ça. Puis après, je me mettais sur la liste d'attente pour habiter sur le campus. Là, puis j'avais comme 15 ans. Puis mes parents étaient venus visiter avec moi. Puis j'ai visité les différents collèges de mode pour faire mon idée. J'ai étudié à Marie-Victorin. Okay. Donc, le choix d'aller là, je voulais absolument faire le perfectionnement en cuir et maroquinerie. Okay. Fourrure et maroquinerie. Fourrure, okay. Puis, c'est ça, j'ai fait mes études là-bas, fait que ça a été super. Là, c'était déjà à 17 ans, je débarquais à Montréal en connaissant absolument personne. Mes parents étaient moins chauds à l'idée de laisser leur bébé s'en aller. C'est sûr, je comprends, c'est un gros mot, t'es bonne! Ben, non, mais tu sais, c'est très confiant, là, c'est très cool. Mais je savais que c'était ça, puis j'étais quand même, tu sais, un peu introvertie, un peu timide, fait que pour moi, de sortir de mon petit patelin, puis d'arriver en ville à 17 ans, sans réseau social, j'ai trouvé que c'était quand même stressant, mais j'ai habité sur le campus, fait que rapidement, j'ai eu mon réseau d'amis, puis tu sais, c'était très focus parce que j'étais littéralement à 2 pas de mes cours, fait que ça a été vraiment 3 belles années. Là. Ouais, ça a été cool. Puis est-ce que tu savais déjà, en allant à Marie-Victorin, qu'est-ce que tu disais que tu choisissais la spécialisation? Ouais. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire avec ça? Tu avais comme déjà un flash, parce que tu sembles très... Tu sais, comme tu étais orientée, tu étais organisée. Là. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire au début? Parce que là, on le sait où ça s'en va, puis comment ça évolue, mais je suis curieuse de savoir si tu savais déjà que tu voulais faire des sacs, ou tu sais, je sais pas. Non, ben je te dirais qu'à cette époque-là, j'avais pas développé mon sens esthétique encore. Tu sais, c'est très technique, là. Okay. Fait que tu apprends vraiment la base de l'architecture du vêtement, là, comment le faire, mais aussi comment... faire une feuille de coût, comment gérer un plan de collection, tout ça. Puis je me disais que d'apprendre à travailler avec les machines de cuir et de fourrure, c'était juste comme un plus. Un plus, Mais je voulais pas nécessairement. C'est aussi que j'avais des vieilles tantes qui m'avaient donné des vieux manteaux de fourrure. Okay. Puis là, je me disais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Puis tout l'aspect aussi créatif qui venait avec ce cours-là. Puis on avait des possibilités de faire des stages en Europe. Fait que c'était... As-tu fait ça? J'ai pas fait ça, mais j'avais... Ça t'avait séduit quand même. Absolument. Puis il y avait des concours pour lesquels j'avais été finaliste à l'époque pour faire des stages. Fait que tu sais, il y avait un peu la pote du gain là, qui m'avait attirée dans ce cours-là. Mais c'est ça. Fait que ma formation... elle a commencé là, dans le fond. Mais elle s'est pas finie là. Non. Parce que tu es allée faire un bac après. Exact. Puis tu sais, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en joaillerie, il y a pas tant d'options. Tu sais, au Québec, on a un DEC, puis c'est tout. Puis après ça, il faut se débrouiller. Il y a un bac à Halifax, puis ça, mais j'avais hâte de t'entendre parce que j'étais comme, comment est-ce qu'on fait pour devenir designer? Fait que je trouve ça le fun de savoir qu'il y a un bac après. Oui, bien, premièrement, je pense qu'on peut être un excellent designer autodidacte aussi. Mais oui, puis c'est un bon point parce qu'on a eu Alexandre Bergeron, tu sais, qui fonctionne extraordinairement bien en bijoux, puis c'est un autodidacte aussi, fait que c'est un excellent point. Puis souvent, même, je pense que c'est les meilleurs artistes quand ils sont autodidactes parce qu'ils sont pas formatés dans un cadre, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Mais, écoute, il n'y a pas un seul chemin. Le mien, je te dirais, le moment où je me suis inscrite à l'École supérieure de mode, qui est affiliée avec l'UQAM et l'École des sciences et gestion, c'est vraiment parce que j'étais pas prête ni à aller travailler dans le milieu, ni à me lancer en affaires. J'ai vraiment eu... j'étais terrorisée, j'avais 20 ans. Mais oui. J'étais vraiment pas prête. J'étais un bébé, mais oui, tout à fait. Puis, ben c'est ça, j'ai eu le goût d'aller essayer ça. Puis, honnêtement, ça a été ça vraiment les plus belles années là, au niveau de l'enseignement parce que c'était très, très, très différent de ce qu'on apprend au cégep. Okay. On était vraiment plus dans le concept, la recherche sociologique, des cours d'histoire de l'art, des cours de dessin nu. Tu sais, c'était vraiment comme un peu déconstruire les codes puis comprendre un peu le bagage historique de la mode, le bagage de la photographie mode. Wow, fait qu'on a fait vraiment beaucoup d'exploration, de tests. Là. Puis est-ce que c'était plus... Y avait-tu des volets encore plus administratifs, ça, ou c'était vraiment plus à Marie-Victorin que t'as fait ça? Un peu des deux. Okay. On avait des
des cours... Ça semble être plus ouvert au niveau des concepts artistiques. C'était plus éclaté au niveau des concepts. Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai l'impression que je me suis comme un peu décoincée parce que je suis allée à des endroits vraiment exploratoires. Ouais. J'ai fait des trucs qui sont pas nécessairement dans mon esthétique en ce moment, mais j'ai vraiment, on faisait des projets qui sont plus conceptuels avec des inspirations qui sont dans notre entourage, essayer d'un peu capter qu'est-ce qui se passe, comment on réagit à la mode sociologiquement, comment on peut décliner ça en vêtements puis en collection. Fait que c'était vraiment très, très riche là, comme bagage. Puis les profs étaient durs là, par moments aussi. Ouais, c'est ça sévère. Que j'ai apprécié, j'ai apprécié cette discipline-là. Puis non, ça a été vraiment 3 belles années montagnes russes, mais vraiment enrichissantes. Puis au niveau des cours plus techniques, comme tu dis, on avait comme des cours de comptabilité, marketing aussi, des cours de commerce international pour comprendre un peu les enjeux d'import-export. Ça se peut, oui, c'est ça. C'est tout ce qui est avec les fournitures, le tissu, parfois, il faut faire de l'importation, donc clairement. Comprendre un peu ces enjeux-là. Puis aussi, au niveau d'exporter notre produit final à l'étranger, c'est quoi les comment codes, ça fonctionne. Oui, c'est ça, toute l'espèce de législation. Exact, c'est ça. Fait que la partie un peu plus droite, là, mais très nécessaire. Puis après ton bac, est-ce que là, tu te sentais prête à y aller ou je pense que tu as fait une petite incursion en industrie? Là, ce qui a possiblement, peut-être, puis c'est toi qui vas me le dire, ça a peut-être été... ce qui a nourri après ça ton désir encore plus fort de partir à ton compte. Mais je suis curieuse de savoir, tu sais, quand on... T'as pas besoin de nous donner de nom, là. On veut pas faire du bashing sur personne. Mais quand on travaille en industrie, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, tu faisais des patrons pour quelqu'un? Non, moi, je me sens un peu imposteur parce que c'est pas ma partie préférée, couture-patron. Je suis vraiment plus dans la direction artistique, la recherche, les concepts et tout ça. J'en fais aussi, mais c'est une partie que je préfère déléguer. Quand j'ai été embauchée en entreprise, effectivement, j'étais encore pas prête à me lancer en affaires. Mais là, je savais par contre que j'avais formé un peu mon identité au niveau du design, puis je savais que je voulais être à mon compte. Fait que ça, c'était bien. Ouais. Mais j'étais pas prête à l'être maintenant. Fait que j'ai postulé à différents endroits, puis j'ai décroché un job de designer pour une grosse entreprise qui a ses bureaux au Québec, dont toute la production était faite outre-mer. Donc c'est ça, ça a été, je pense, 2 ans et demi, 3 ans au sein de cette entreprise-là. Ça a été très formateur. Là, ça a-tu été formateur juste comme en négatif, dans le sens où tu fais comme ça, faut pas que ça arrive, ça, faut pas que ça arrive, ça, je veux plus faire ça. Est-ce que ça a été aussi formateur positivement? Parce que, tu sais, quand on travaille en joaillerie, c'est la même affaire, là, ou je veux dire, dans tous les métiers d'art, j'imagine, ou dans, tu sais, quand tu travailles en industrie, c'est un autre game, là, tu sais, ça devient très polluant, ça devient, tu sais, c'est une autre affaire, fait que mais il y a toujours des points positifs aussi, tu sais. Est-ce que tu sens que ça t'a formé quand même sur plein de points différents? Absolument. C'est sûr que les premières semaines où j'ai quitté, peut-être que là, mon discours aurait été moins positif parce que j'ai créé beaucoup de frustration par rapport à l'éthique de travail, de parce que ce sont de très grosses industries où c'est plus un mode de fonctionnement qui est comme vertical, là, fait que t'as moins accès aux décideurs, puis c'est pas comme un travail qui est d'équipe. Puis je pense que notre génération, on a vraiment besoin de sentir qu'on contribue à un projet puis qu'on est plus de type horizontal. Je pense que c'est... Oui, puis il faut que ça fasse du sens. Exact, qu'on travaille un peu, pas main dans la main, mais qu'on puisse déléguer, se faire confiance, puis comme avoir une vision en groupe plutôt qu'il y a un boss, tu fais ça. Puis ça faisait un climat qui était un peu malsain, à mon avis, ou simplement qui me convenait pas. Peut-être moi qui étais assez sensible puis qui est quelqu'un qui aime travailler en équipe. Fait que c'est sûr qu'à ma sortie, ça, c'est vraiment des choses qui me dérangeaient. Mais avec du recul, j'ai vraiment retiré énormément de méthodes de travail. Une vraiment bonne méthodologie au niveau de comment je gère mes dossiers, comment je suis organisée, comment j'interagis avec mes fournisseurs, si j'ai besoin d'importer une matière, une huile essentielle pour un produit ou du tissu, j'ai vraiment comme... tu sais comment faire. C'est ça. Le côté vraiment, business, là, exact, c'est ça, c'est vraiment bon. mieux organisé. Puis ça allait tellement vite en industrie parce que c'était comme des nouveautés aux 3 semaines, des fois. Quand même, c'est fou! Mais absolument.
vraiment, c'est fou. C'est juste comme du consommer-jeter. Puis, t'avais pas le choix d'avoir cette méthodologie de travail-là parce que sinon, tu te perds. Fait que si j'étais pas passée par là, j'ai l'impression que je serais passée à côté de tout ce bagage-là de très, très riche en organisation et tout ça. Je suis loin d'être parfaite. Là. Je suis quand même une personne qui s'éparpille vite, mais j'ai quand même gardé vraiment la base de ces apprentissages-là. Puis je l'applique encore aujourd'hui, 7-8 ans plus tard. Oui, puis on va revenir. Là. J'ai une section organisation. Là, je vais te passer au peigne fin. Marie Kondo. Exact. Parce qu'on veut tout savoir. On veut tout savoir. Mais là, à quel moment tu sens que t'es prête à faire comme, OK, je me lance ma business? Est-ce que, tu sais, comme il y en a plein du monde qui ont un job à temps plein puis qui veulent partir leur entreprise, tu sais, mais il y en a plein, genre, dis-tu que tout le monde veut faire ça. C'est pas du tout le cas, mais il y en a qui veulent faire ça. Puis, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu sais, moi, je suis allée en mode survie pour mon truc, parce que j'avais 2 bébés, puis tu sais, c'est allé bien, bien vite. Mais quand tu as un job à temps plein, t'économises-tu? Tu sais, est-ce que tu t'économises ton argent? Puis là, tu te dis une année, quand je vais avoir telle affaire, je vais être capable de faire ma collection. Tu sais, comment on fait? Comment t'as fait le grand saut, mettons? Le grand saut, je l'ai fait, parce que j'étais à bout. Oui, OK. Vraiment. J'avais besoin de autre chose, mais en fait... Le moment où j'ai décidé, OK, je le fais, on dirait que ça vient tout le temps avec un nouveau moment d'études. Je me suis inscrite à l'École des entrepreneurs du Québec. Okay. Je sais pas si t'es passée par là non, aussi. Je ne suis pas passée par là, non. Donc, c'est une formation d'1 an, puis t'as comme différentes... t'as comme un AEC puis un DEP en gestion des affaires, tout ça, démarrage d'entreprise. Fait qu'on dirait que j'avais juste besoin de me rassurer, à me dire, OK, il va y avoir quelque chose. C'est pas juste moi qui panique dans... J'avais même pas d'atelier à l'époque, je faisais ça chez nous. J'ai toujours eu comme mes machines à coudre à la maison, puis je me disais, OK, à un moment donné, je vais commencer ça tranquillement, puis tout ça. Puis là, j'ai fait le saut, fait que je me suis inscrite, mais je travaillais encore à l'endroit. Okay. Je me suis dit, là, je commence mes cours, je pense que c'était début août 2016, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai pris une année sabbatique où j'avais ramassé des sous pour démarrer l'entreprise. J'avais... en toute transparence, 15 000 $ de côté, ce qui est rien là, pour start une business. Je vais refaire du millage sur ce que tu me disais. Tu étais pour dire, en toute transparence, j'avais de l'argent de côté, puis je veux savoir d'où ça venait cet argent-là. Dans le sens où c'est des économies, tu sais, on se demande tout le temps comment est-ce qu'ils font, tu sais, puis il y en a qui ont hérité, il y en a qui ont... Mais, fait que tu me dis que tu avais 15 000 $ donc quand tu étais prête à partir en entreprise. Ben c'est ça, je mettais toujours un peu de sous de côté, puis j'ai eu comme, la chance et... juste la chance de travailler pour le groupe Alcoa tout le long de mes études, ce qui a payé mon bac. Fait que dans le fond, moi, je suis sortie de mon bac, pas de dette, puis j'étais vraiment autonome financièrement. Quand même, bon. Ouais, c'était un très bon salaire, puis... mais c'était pas du tout mon industrie, là. C'était comme... Je travaillais pour l'aluminium, là. C'était une entreprise à Bécancour où je travaillais seulement les étés, puis j'avais toute mon année à focusser seulement sur mes études. Qu'est-ce que tu faisais, là? Je travaillais dans une usine d'aluminium. Non, mais c'est bon de savoir, tu sais. J'étais comme, t'étais-tu designer? Non, t'étais pas. OK, c'est ça, c'était une job, là, une vraie job qui paye puis qui te donne l'argent que t'as besoin pour faire d'autres choses. Exact, c'est ça. Ben, mon père travaillait pour l'entreprise, là, dans les procédés de fabrication de l'aluminium. Puis, c'était les jobs étudiantes pour aider, pour promouvoir je recommence, pour aider les étudiants à, justement, rester à l'école puis payer leurs études avec les très bons salaires qu'on avait là-bas. Fait que pour travailler là, il fallait être enfant d'employé. Wow! Puis il fallait que tu sois aux études. Absolument. C'était comme valorisé, cette affaire-là. Exact. Souvent, ils sont déçus quand les étudiants Si t'avais pas comme une preuve d'inscription pour l'année suivante, t'entrais pas au sein de l'entreprise. Wow! Mais à l'époque, on avait un excellent salaire. Fait que je me collais des sous à toutes les années. Puis en plus, j'arrivais à payer mon bac et mon appartement à Montréal. Fait que j'ai eu cette chance-là, puis j'ai appris aussi à travailler. Puis, tu sais, c'est bien que mes parents m'aient pas juste fait comme, tiens, on paye tes études, puis arrange-toi. Tu sais, ils m'ont comme... moi, je prends des notes, là. J'ai des enfants à l'université. Je suis comme, oh, c'est bon. Écoute, c'est bon. Je vais te donner le numéro de mes parents, puis ils vont pouvoir aller prendre un café. Quand même. Non, mais c'est vrai, mais clairement, ça t'a donné un coup de main, puis t'as été assez brillante et débrouillarde aussi pour... bien économiser ces sous-là pour être capable de réutiliser un projet qui faisait du sens pour toi. J'ai compris la valeur de mon argent à ce moment-là. Puis j'ai travaillé vraiment comme une folle pendant ces étés-là.
Mais ça me donnait tout le luxe d'être libre après ça pendant l'année, puis de vraiment focusser. Puis c'est un luxe énorme, là, tu sais, je le vois. Les étudiants, maintenant, ils ont 2-3 jobs pour arriver. Ils essaient de subvenir à leurs besoins de base, de payer les études, de payer le loyer, des coûts faramineux. Fait que de juste, moi, être là sans dette, puis autonome, c'était tout un luxe. Puis j'étais fière de moi aussi. Je détestais mes étés, mais c'était un sacrifice pour oui, mais vraiment, là, c'est ça que je pour dire. C'est qu'en effet, il y en a plusieurs qui vont enchaîner 2-3 jobs en même temps, mais ils ne feront jamais le sacrifice de retourner à Victo. Non. Travailler temps plein chez ses parents. Tu sais, comme tu l'as fait, là. Ouais, c'est ça. C'est tout à ton honneur, je pense, là. C'est vraiment hot. Fait que là, t'avais l'argent pour partir ta collection. Ben, l'argent, c'est ça. C'était pas un montant énorme, mais ça m'a quand même... ça me permettait de prendre ma première... du moins mes premiers mois off, vraiment, à penser à mon projet, commencer à monter ce qui allait être la première collection, un peu aller voir mon réseau de contacts qui pourrait travailler pour m'aider à mettre en œuvre ce projet-là. Puis comment ça se dessine, une collection en vêtements? Tu sais, comment tu trouves tes idées? Tu sais, mettons, toi, là, c'est quoi ton processus? Tu sais, Alex, il me racontait, mettons, où il y en a plein d'autres qui vont nous raconter que c'est dans le métro, ils voient une forme, c'est drôle, tu sais. Puis nous, on travaille dans le tout petit, tu sais, ou même dans la céramique, mais des vêtements, c'est quand même un autre game, là, tu sais, parce que là, on est encore dans le vêtement à ce moment-là, là. Comment tu trouves tes idées, toi? C'était un peu ça aussi, parce que tout ce qui est connecté à notre environnement, si on a développé les bonnes antennes, l'inspiration, elle est partout, en tout temps. Puis ce qui est beau aussi de notre époque, c'est que les tendances sociales, les tendances autour de nous, elles bougent constamment. Tu sais, il peut y avoir une vague d'intérêt envers une couleur, un objet, une forme, ça naît comme c'est instantané. Tu sais, on a tellement accès à une multitude d'informations, que ce soit numérique, que ce soit dans la vraie vie. Je pense plus que jamais, les inspirations sont partout. Tu sais. Puis c'est un peu ce qui fait qu'on n'a plus une seule tendance. Je trouve que de nos jours, tout est un peu déconstruit. Il y a place à tout, on réinterprète un peu tout. Puis c'est ça, je pense, la beauté de l'inspiration aujourd'hui. Fait que je pense que je me suis juste laissée un peu inspirée par mon environnement du moment, puis comment moi, je vivais aussi mon ressenti par rapport à ce qui m'entoure et tout. Là. Puis comment ça marche? Est-ce que tu dessines ou est-ce que tu construis? Tu sais, moi, j'en connais. Moi, je sais que je suis pas très bonne pour dessiner. Je suis mieux dans le 3D, mettons. Ouais. Est-ce que toi, tu fonctionnes plus en 3D ou c'est plus en dessin? Je te dirais les deux. Okay. J'ai comme un mannequin à la maison là, où est-ce que j'aimais comme coller du papier, faire des formes, un peu comprendre les volumes que j'avais envie de travailler. Mais j'adore l'illustration. Là. À l'époque, je dessinais beaucoup plus à la main. J'avais un carnet de sketch à côté de ma table de chevet. Puis, des fois, je me réveille la nuit, un peu insomniaque. J'avais les meilleures idées aussi, puis je pense qu'on est beaucoup comme ça. Oui, ça me fait du bien, là, c'est de la musique à mes oreilles. On dirait que moi, à chaque fois, quand je parle à quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, ou qui n'a pas une business comme on a, mettons, quand je dis que je me réveille la nuit pour dessiner, c'est tout le temps comme « Ah, c'est un peu bizarre. » Ou ça fait le cliché de l'artiste qui va pas bien. On dirait que moi aussi, mais ça me fait... Je suis capable de faire ça, moi mais aussi. Au contraire, je trouve que, tu sais, tant qu'il y a... Là, ça va mieux, mon insomnie, merci, la vie. Il y a une année, il faut dormir. C'est ça, à un moment donné, la dette de fatigue. Là. Mais c'était une façon pour moi de juste comme, je sais pas, de sortir un peu mon anxiété, puis d'avoir des idées. Fait que tu sais, des fois, une petite forme, même juste des phrases, j'écrivais beaucoup aussi. Ça m'arrive encore de juste écrire parce que ça me fait du bien, peu importe le sujet. Fait que c'est ça, je pense que ça prend forme de dessin, justement, Puis SR, tu sais, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. SR, on est en quelle année? On est en 2017 peut-être? Parce que tu as commencé ton processus en 2016. SR, le nom, je travaillais encore pour l'entreprise, puis je l'ai gardé bien précieux. Dans mon ventre. Là. Je voulais pas le dire à personne parce que j'avais peur que quelqu'un fasse comme « Ah non, c'est lettre. Non, c'est pas une bonne idée d'appeler ça SR. » Tu veux pas l'entendre, là. Puis moi, SR, comme quand je l'ai décidé, pour vrai, je pense que c'est en 2015, là, ça fait un bout, là. Je savais que c'était ça. Puis je savais que ça allait être ça.
Puis je voulais pas le dire parce que je voulais pas le gâcher. Puis à un moment donné, à mon copain de l'époque, j'ai expliqué un peu ma réflexion, puis il était comme « Oh wow, OK, vraiment bonne idée. » Ah, c'est Puis bon. ça a commencé tranquillement. Puis, Parce que moi, j'ai toujours vu la façon dont c'était écrit, tu sais, le E-S-S-E-R, mais là, j'ai compris récemment, tu sais, quand j'ai voulu préparer ce qu'on était pour jaser ensemble, que c'était le S-R. Puis est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Tu sais, c'est les 2 lettres. Ben oui, absolument. Je pense de mon bagage de l'UQAM, où est-ce qu'on était dans le concept, il fallait qu'il y ait un meaning à tout ce qu'on fait. J'ai commencé à faire juste une écriture de plein de mots qui m'intéressaient pour avoir un peu un genre de champ lexical de quelle direction ça peut prendre, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, pourquoi j'irais dans cette direction-là, parce que je voulais pas appeler ça Marie-Christine Fortier Design. Oui, c'est ça. Un nom vraiment plate. Mais oui. Fait que je voulais quelque chose qui fait du sens puis qui est vraiment connecté à la direction que je veux prendre, puis pas comme pour les 2 ou 3 prochaines années pour toute ma carrière. Oui, c'est ça. On était déjà dans le durable, là, puis dans le quelque chose qui dure. Fait que c'est ça, les mots qui sont sortis, puis je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais instinctivement, c'est sûr que j'ai choisi, c'était le mot segment, qui est comme... Le segment, c'est une partie d'un tout, c'est une ligne, pour moi, ça représente quand on dessine un vêtement, un segment, c'est une partie, c'est la manche, c'est l'architecture de la pièce. D'un tout, puis le verbe réduire, parce que j'avais déjà cette urgence-là de réduire le trop, autant au niveau visuel, parce que j'en avais assez de ces collections-là qui sont juste comme envahissantes, étouffantes. Fait que réduire le rythme, réduire l'impact environnemental, réduire tout ce qui est impertinent à mon avis, puis de revenir à quelque chose de beaucoup plus slow fashion, puis d'essayer de connecter plus avec les valeurs vraiment importantes pour moi. Donc, ça a donné segment réduit qui, S et R, sonnait SR. Puis là, j'ai juste fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Je trouve ça très beau. Puis je trouve que, tu sais, moi, j'ai accompagné des étudiants, des fois, dans l'élaboration du nom de leur collection. Puis je trouve que ta façon d'aborder les concepts, tout ça, je trouve que ça a été... c'est brillant, en fait. Merci. C'est très, très beau. Ça fonctionne très bien. Ça avait besoin de faire du sens pour moi. Côté organisation. Puis tu sais, ça fait partie des questions qu'on a. Tu sais, à chaque fois que je parle avec un artisan ou un artiste, puis ça va être d'ailleurs ma première question, je pense. Je coupe ça là. Comment je t'appelle? T'es-tu une designer? T'es-tu une artisane? T'es-tu un brand? T'es-tu une artiste? Comment on appelle ça? Je pense que je suis toute ça. Tu vas pas m'aider. Non, mais c'est très, très bien. C'est parfait. Parce qu'on dirait que... J'aime pas avoir un statut parce que j'ai l'impression d'être imposteur dans un peu tout, mais je suis un peu de tout. Tu sais, je suis aussi un penseur, une penseuse, comme on dit. Oui, une conceptrice peut-être, une idéatrice. Exact. C'est comme ça qu'on appelle ça, je sais pas. Fait que c'est... Ben oui. Puis peut-être que c'est... Tu sais, c'est une question que je m'étais dit que je posais à tout le monde, puis finalement, je réalise que tout le monde est un peu flou, puis je me dis, peut-être que c'est fini, ça. Peut-être qu'on n'a plus besoin de... Sommes-nous vraiment qu'une étiquette? Oui, exact, c'est ça. On pourrait philosopher là-dedans, qu'est-ce que l'étiquette, puis comment elle nous définit, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'être un peu de tout. Bien, surtout, en fait, dans les métiers qu'on fait, c'est que là, clairement, tu as plusieurs têtes, là. Tu fais le design, tu fais la conception, là, puis c'est toi qui vas me le dire, tu fais la fabrication en général, puis tu sais, comme... Tu fais aussi la gestion de tes réseaux sociaux quand tu veux. Quand je prends pas de pause, c'est moi qui les prends. Mais comme tu fais tout ça, puis quand je jase avec d'autres personnes qui ont un background ou une pratique du moins qui ressemble à la nôtre, tout le monde se demande comment faire. T'sais, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait tous ces chapeaux-là? T'sais, comment est-ce qu'on fait pour bien fonctionner avec toutes ces têtes-là qui doivent fonctionner? Puis là, toi, tu semblais avoir peut-être la clé parce que je te trouve très bonne. Puis c'est aussi que tu as peut-être quelque chose au niveau organisationnel qui est plus tête que moi ou que d'autres personnes. Je pense déjà, quand tu es entrepreneur, il faut un peu que tu aies ce feu-là. Ouais. Cet intérêt-là de... après, il y en a qui préfèrent déléguer, puis c'est bien correct aussi. Ouais. Moi, je délègue sur la fabrication des bougies. Je travaille avec Mélissa, qui est exceptionnelle, qui a un grand talent pour m'aider là-dedans. Puis au niveau du vêtement, là, pour le moment, c'est en pause, mais tu sais, je veux me réapproprier un peu ça, puis en faire sous forme
plus des petites collections, là, même, je veux même pas nommer ça, je veux juste comme le faire puis le laisser vivre organiquement. Puis sinon, ben c'est ça, au niveau de l'organisation, ta question, c'est plus comment en fait, c'est que je sais pas, tu as beaucoup d'éléments à gérer, tu sais, parce que là, on va approfondir ça plus tard, mais il y a les vêtements. À ça, c'est greffé la fabrication de produits durables, puis qui sont écologiques, puis on va en parler, mais il y a les bougies, tu sais, comme tu dis, tu délègues, mais tu fais aussi toute l'administration, tu fais du design, je pense que tu peux même être directrice artistique pour d'autres mondes. Puis là, on fait l'administration, puis là, tu fais tes réseaux sociaux, puis je me demandais juste comment t'organisais, toi, tes journées. Ouais. Es-tu capable de faire un petit réseau social le matin, puis un peu de bijoux l'après-midi. Pas de bijoux. Je voulais dire bougie, c'est intéressant. Bougie, c'est comme c'est une déformation professionnelle. Faire de la couture l'après-midi, tu sais, ou est-ce que tu te crées des blocs? Parce que c'est ça, il y a les commandes qui rentrent, tu sais, il y a tout ça qui nous interrompt aussi dans notre façon de travailler, puis je ne savais pas si tu avais des trucs. Oui, c'est une vraiment bonne question que probablement j'aurais aimé que ce balado-là existe par le passé pour entendre... Qu'est-ce que les autres vont dire? Oui, c'est ça. En fait, depuis peu, j'utilise un tableau qui me ferait grand plaisir de partager, là, qu'une collègue à moi m'avait montré, qui segmente vraiment par thème. C'est vraiment juste un tableau Excel par grande ligne de ce que j'ai à faire. Fait qu'au niveau de la gestion du site web, des médias sociaux, de mon développement de marché, de mes petites tâches connes de la journée. Oui. Et puis il y en a, des petites tâches connes. Mais tu sais, les petites tâches qui se cassent pas nulle part, mais qui sont nécessaires. Ouais. Puis après ça, j'ai un calendrier où j'essaie de prioriser. Puis là, j'essaie le lundi de voir un peu qu'est-ce que je peux faire dans telle journée. Puis le meilleur conseil, en tout cas, qui fonctionne pour moi, je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en penseras, mais c'est vraiment d'avoir comme la grande image de tout ce qu'on a à faire la semaine, puis le prioriser. Puis après ça, si vraiment tu avais dit, OK, mardi, il fallait vraiment que je fasse ça, mais que, par exemple, c'est de la comptabilité, puis ce mardi-là, t'as une migraine, puis t'as pas le goût de le faire, ben c'est correct que tu ailles faire une tâche qui te tente, par exemple, faire du contenu, puis c'est léger pour tes médias sociaux. Fait que je me laisse cette flexibilité-là, mais j'essaie à mes débuts, je pense que c'était tellement que j'y allais comme un peu au pif, j'étais comme, OK, je vais faire ça. Fait que j'ouvrais plein de petits tiroirs, j'allais picosser dans chaque tiroir, mais j'en fermais aucun. Puis c'est ça, on les ferme pas tant. On les ferme pas tant. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est tout simplement de comprendre mes priorités, savoir exactement tout ce que j'ai à faire dans ma semaine, mais aussi, puis ça c'est vraiment important, de respecter mon énergie cette journée-là. Puis si j'ai pas le goût, puis je le sais que je serai pas efficace pour faire ma comptabilité puis mes taxes, ben cette journée-là, je vais peut-être aller comme coudre ou je vais peut-être aller emballer des commandes en ligne, tu sais. Puis le lendemain, je ferai un switch en sachant que j'ai ça à faire quand même dans ma semaine. Puis, tu sais, au niveau de ta création, mettons, tu sais, les idées nouvelles, le terreau fertile, tu sais, comment est-ce que tu le places aussi dans ta semaine? Non. Parce que ça, c'est tough. Moi, je réalise que je me dis, OK, le mercredi, de 9 à midi, ça va être ça. Mais je suis comme, mais ça se peut que ça soit pas de 9 à midi que ça arrive, là. Malheureusement, puis c'est ça aussi pourquoi les créatifs ont de la misère dans des cadres trop structurés. On vient de tuer un peu cette créativité-là, à mon avis. C'est tough. J'essaie de la laisser, mais en même temps, faut pas que tu dises, OK, là, je suis dans ma phase créative pendant 8 jours. Tu peux pas faire ça. Réalistement, tu peux pas. Fait qu'il faut quand même que tu te ramènes. On en rêve, là, mais... Je pense qu'on en rêve, mais l'idée, c'est l'équilibre de tout ça. Juste que ça se commande difficilement, tu sais. C'est pour vraiment. Ça que, tu sais, moi, je réalise que quand même, quand tu viens qu'à avoir tous ces petits chapeaux-là, justement, je trouve ça... J'étais curieuse de savoir comment les gens faisaient, tu sais, s'ils se gardaient le vendredi pour le party, là, tu sais, le petit fun, tu sais, on joue, tu sais. Ben, j'essaie d'être dans l'accueil de comment ça va naître, mettons, en moi, ces idées-là, puis au pire de les noter, puis là, à un moment donné, peut-être j'ai un boom d'inspiration, puis là, OK, peut-être c'est là que je le fais, puis je déplace telle chose, mais tu sais, je peux pas me dire, OK, jeudi, 8h30, je te dessine tout mon printemps prochain. Ben non, c'est ça peut pas marcher. Non. Puis c'est un peu ça qu'on s'attend de nous en industrie. Ouais, exact. C'est là où la pression devient tellement grosse que tu t'éloignes un peu du sujet, puis tu essaies de vraiment plaire à comme... Je pense qu'on passe à côté quand on travaille comme ça. Mais je comprends aussi que c'est une réalité en industrie, puis il y a des enjeux, mais moi, c'est là où j'ai plus de fun. Fait que c'est là où j'essaie de me respecter, puis de suivre mon rythme à moi, tout en étant fonctionnel. Puis il y a un certain niveau
de production que tu dois réussir à faire dans des temps. Mais oui, clairement. Puis c'est aussi que c'est un danger aussi de ne pas être à l'écoute de son rythme puis se mettre des petites cases un peu parce qu'on peut travailler 24 heures sur 24. Exact, c'est ça. Puis ça, c'est un grand danger, on le sait. Là. Absolument. Je veux dire, c'est pas périn, tu sais. Rendu à 40 ans, mettons, moi, je le vois, là, tu sais, à 20, ça se peut, à 30, ça se peut encore, là, mais à un moment donné où ça peut plus, tu sais, faut trouver d'autres solutions, là. Ben, c'est parce que si t'es rendu à faire du 7 jours sur 7, puis c'est comme peut-être que ça cache un mal. Oui, c'est peut-être un petit peu autre chose. Ben, oui, c'est ça, je comprends. Est-ce qu'on pallie avec ça? Fait que c'est questionnable aussi parce que au final, on se réveille un matin puis on est passé à côté de la vie. Oui, c'est ça, clairement. Fait que c'est ça. C'est pour ça que l'idée, on a tout le temps un petit peu froid l'idée de mettre des cases puis de se garder des... Mais je pense qu'en effet, sur le long terme, sur la durabilité puis l'éternel, c'est quand même une très bonne idée. Fait que c'est des super bons trucs. En fait. Juste une structure, mais qui est comme à l'écoute de nous. Oui, mais clairement. qui est assez droite pour nous enligner comme correctement. Je pense que ça serait ça mon conseil. Oui, non, mais c'est un très bon conseil. Tu sais, la structure, puis... tu sais, moi, je pense beaucoup aussi souvent, en fait, ce qui fait qu'on travaille énormément, c'est aussi beaucoup parce qu'on est un petit peu en instinct de survie quand on fait le métier qu'on fait. On a besoin des contrats, on peut pas dire non à telle commande. Tu sais, on est tout le temps à la recherche de nouveaux marchés parce que financièrement parlant, il faut que ça y aille. Tu sais, on a besoin. Puis on sait que ça peut arrêter n'importe quand. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu stressant. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de se bourrer un agenda, là, tu sais, qui est comme trop gros. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je sais, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais... moi, je sais que j'encourage beaucoup les gens à diversifier leurs revenus, tu sais, pour que ça soit plus doux, physiquement, mentalement, économiquement. Fait que, tu sais, je sais que toi, t'as misé, tu sais, quand t'as parti SR, c'était principalement des vêtements. Puis dans les dernières années, ou peut-être même au début, tu sais, je sais, j'ai hâte de savoir quand est-ce que c'est arrivé, mais il y a clairement eu une espèce de volet maison qui est embarqué là-dedans, avec les bougies, puis qui sentent, mon Dieu, le ciel, là, je veux dire, on s'entend, c'est extraordinaire. Merci. Mais à quel moment c'est arrivé? Puis est-ce que c'est arrivé parce que tu voulais justement réduire peut-être la charge de stress qui pesait sur le fait que tu fasses des vêtements? Tu sais, est-ce que c'était pour justement faire en sorte que ces deux entreprises-là fonctionnent? Ou, tu sais, je suis curieuse de savoir quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que tu t'es dit, hey, je vais faire une chandelle? C'est comme ça. Non, mais... c'est arrivé au tout début, en fait. Ah oui, c'est ça? Ouais, les gens savent pas, mais le soir de mon lancement de marque là, sur la rue Bernard, j'étais avec LLY à l'époque. Là, on avait fait une soirée Agathe. avec super. Agathe. Puis on avait partagé un local sur Bernard. Puis... c'était vraiment une soirée comme sans attente parce que moi, j'étais absolument pas connue dans le milieu du design et de l'objet. Donc, j'ai lancé... Le focus était vraiment sur la collection de vêtements. Là. J'avais travaillé 1 an là-dessus dans ma sabbatique à développer. C'était pas une sabbatique, là, finalement, du tout. Là. J'ai vraiment développé ça. Puis j'avais fait 12 bougies là, ce soir-là. Oh, wow, OK, c'est ça. Puis toutes ces affaires-là, c'est du pro bono. Là. Je veux dire, c'est des trucs en plus que tu as fait. Là. Oui, c'est vraiment curiosité. J'ai tout appris comme autodidacte. Vraiment juste né d'un intérêt. À la maison, ma mère a toujours eu plein de chandelles. Le soir, on se faisait des petites ambiances bougies. Puis je pense que c'était juste comme naturellement, j'avais envie d'offrir ce produit-là. Mais non seulement je voulais offrir ça, l'idée aussi, c'était de rendre un peu plus démocratique l'accès à un objet ou une expérience client-designer parce que je commençais... tu sais, j'avais à l'époque des pantalons qui étaient peut-être, je sais pas, 180 $. Je me disais, un étudiant... tu sais, j'étais cette personne-là aussi, là, j'arrivais de... Tu sais, je roulais pas sur l'or, je commençais mon entreprise. J'avais envie que la personne qui vienne à un pop-up ou qui vienne à une boutique... partir avec quelque chose. Ouais, partir avec un objet SR ou que peu importe la forme que ça prenne. Puis à l'époque, je les vendais 35 $, ces bougies-là, ce qui était hautement... pas rentable, que j'ai appris à la dure. Mais c'était important pour moi d'avoir ce petit objet-là qui permette de... je repars avec mon produit SR, puis j'ai discuté avec la créatrice, puis tu sais, d'avoir quelque chose au moins qui est accessible, là, si on veut. Ça reste quand même un objet dans sa catégorie qui peut être dispendieux pour certains, mais qui permettait au moins d'avoir
un accès là, dans cette gamme de produits-là. Fait que j'avais à la fois les vêtements qui sont plus un petit peu plus coûteux, puis ces produits-là. Puis j'avais aussi développé quelques vêtements plus de base, comme des t-shirts ou des pièces simplettes là, pour oui, pour que ça soit plus facile, tu sais, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être cohérent, tu sais, même pour n'importe qui, là, on veut juste acheter des choses qui sont faites au Québec, tu sais, puis mais ça demande un engagement, là, tu sais, c'est comme, c'est une autre affaire, fait que c'est super que tu aies fait ça. Je voulais pas parler à une seule clientèle niche qui a les moyens de ça. Je voulais parler un peu à tout le monde. Puis, tu sais, autant j'avais des étudiantes qui économisaient pour avoir cette robe-là qui est plus coûteuse, mais tu sais, je voulais, je sais pas, avoir une espèce de lien entre nous puis une accessibilité. Puis ça a été vraiment, tu sais, ça a été un pop-up de quelques semaines, puis j'ai tout vendu, les chandelles, vraiment rapidement. Puis j'avais déjà été approchée par des boutiques. À l'époque, mon premier client, ça a été un spa qui ont commandé, puis je comprenais pas. J'étais genre, oh, wow, OK. Non, mais c'est parce qu'il faut aussi juste mettre en parenthèse que c'est particulier, là, tu sais, je vous dis, premièrement, de la façon que tu les fabriques, le contenant qui est réutilisable, l'odeur est extraordinairement divine. Je veux dire, c'est particulier, fait que je peux vraiment comprendre que le spa, c'est gentil, merci. Mais non, mais c'est super. Il y a clairement eu un engouement, puis ça, je suis tellement reconnaissante de ça, puis j'ai beaucoup de gratitude d'être rentrée, parce que, tu sais, c'est un marché hyper saturé. À l'époque, ça l'était un peu moins parce que pré-pandémie, je pense que c'était peut-être moins le home, c'était un peu moins important. Ou en tout cas, moins présent sur le marché. Puis juste avant la pandémie, c'est ça, déjà, je fabrique les contenants à la main, ce qui demande beaucoup de temps aussi. Fait que c'est pas des importations de peaux qui sont faites en Chine. Mais non, c'est vraiment comme tout fait à l'atelier. Puis on a développé les recharges après ça, juste un peu avant la pandémie. Puis ça a été vraiment comme un beau développement de produit parce qu'on réglait un peu un problème de contenant à usage unique. Mais oui, c'est ça, c'est génial. Oui, puis réduire la quantité de matière qui va à l'enfouissement. Fait que j'avais vraiment l'impression d'être plus sur mon X là, par rapport à ça. Fait que c'était un beau... non, puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai vu aussi que tu avais, tu sais, tu as des nouveaux items, genre des vaporisateurs, tout ça. Puis est-ce que ça, c'est un marché que tu aurais envie de pousser? Est-ce que, tu sais, tu me semblais dire que tu faisais un petit peu moins de vêtements ou, tu sais, je sais pas, puis on aura la chance d'approfondir le repositionnement de ton entreprise, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'anime plus en ce moment, tu sais, l'aspect home, mettons, tu sais? Bien, c'est sûr que, tu sais, si je pouvais retourner à l'école temps plein, je ferais sûrement un cours en design industriel parce que j'aime la création d'objets. J'aimerais comme dessiner... plus d'objets, puis je trouve que le SR maison me permet ça, puis j'ai vraiment du fun à naviguer là-dedans. J'aime beaucoup aussi la création d'odeurs, je trouve que c'est très personnel, puis j'ai vraiment... ça me nourrit beaucoup, puis j'aime beaucoup faire ça, puis ça fonctionne très bien aussi, tu sais, la réponse du marché, elle est belle, puis ça me permet aussi de mettre un peu l'entreprise sur l'automatique, puis moi, comme créatrice, prendre le temps, puis de faire des décisions qui sont éclairées, puis pas juste dans un rush de répondre à un marché. Ce que j'ai eu un peu l'impression dans les dernières années, là, en toute transparence, j'étais pas à 100% contente de ce que j'ai livré comme collection de vêtements. C'était bien, c'était aligné avec mes valeurs, mais je trouve qu'au niveau du design, j'étais pas où j'aurais aimé être parce que j'avais trop peur de... si j'ajoute un peu trop de qu'est-ce que moi j'aimerais, peut-être que ça plaira pas à ma clientèle. Si je m'en vais dans une direction trop edgy, je vais pas vendre, je pourrais pas payer mon studio. Fait que tu sais, je suis tombée dans ce cercle sans fin là. Fait que je suis allée juste safe, puis j'ai l'impression que je suis un peu passée à côté, puis ça me faisait vraiment de la peine parce que, tu sais, au final, moi, ce que je voulais, c'était créer pour me dépasser, avoir du design qui est inspirant, qui est le fun, puis j'avais pas l'impression que j'allais dans cette direction-là. Puis ça a été comme un gros deuil de me dire, OK, mais tant qu'à le faire juste pour vendre, je vais juste arrêter, puis je vais repenser la formule, puis je reviendrai pour pas faire du pré-mastiqué qu'on a toutes déjà vu, puis que... c'est pas là où j'ai envie, tu sais. Puis est-ce que cette division-là, mettons, de Serre Maison te permet d'être financièrement, admettons, indépendante, qui fait que tu peux juste faire ce que tu as le goût de faire, tu sais? Est-ce que tu pourrais éventuellement... Ça serait-tu un objectif, tu sais, de faire comme... Moi, ça roule tellement, là, que je peux juste dessiner ce que je veux, puis faire ce que je veux, parce que j'ai pas besoin de vendre tant que ça. C'est sûr que ça serait un rêve, tu sais, de faire que ça.
je pense que pour vraiment, là, je dirais jouer avec l'aspect vêtements, il faudrait comme quand même que ce soit... Parce que ça demande quand même des grands moyens là, pour faire des beaux shootings photos, pour travailler avec les bonnes personnes, tu sais, c'est énormément de ressources. Puis je sais pas à quel point j'ai envie de sacrifier. Puis plus on vieillit aussi, plus on... Je sais pas, il y a quand même... on veut être un peu plus sécure par rapport à nos choix, à nos investissements. Pour le moment, c'est ça, je suis en plein dedans, fait que je peux pas vraiment répondre à ça. Mais j'aimerais ça comme un petit peu plus m'éclater puis faire des trucs... aussi ce que j'entends de ce que mes clients ont besoin, mais aussi des trucs qui sont plus, moi j'explore, puis je sais pas la finalité de tout ça. Oui, c'est ça, puis c'est très, très artistique comme approche, là, c'est intéressant quand même, tu sais, puis est-ce que c'est des raisonnements, des questionnements, des réflexions que tu as eues après Quartier Artisan ou avant, mettons, parce que je sais, moi j'ai participé à Quartier Artisan en 2020, toi tu l'as fait en 2023. 2023. Oui, c'est ça. C'est-tu 22, 23? Mais bref, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Puis, souvent, ce qui fait qu'on s'inscrit dans un parcours comme ça, c'est parce qu'on se pose des questions, puis on est en réflexion ou on a besoin d'aide. Est-ce que ce que tu te poses comme, tu sais, les réflexions que tu as maintenant, est-ce qu'elles étaient là avant que tu t'inscrives, puis ça t'a aidé à développer des réponses? Ou est-ce que c'est eux autres, tu sais, c'est ce parcours-là qui t'a ouvert à plein de nouvelles réflexions, mettons? Je te dirais que ça m'a ouvert à plein de nouvelles réflexions. J'ai été en mesure d'adresser certaines peurs aussi que j'avais. Tu sais, justement, je pense que ça a été beaucoup plus loin après que j'ai réussi à me dire, OK, les vêtements, tu sais, ça me convient pas en ce moment, c'est ça. Fait que grâce à ce parcours-là, parce qu'on est vraiment... tu l'as vécu, là, c'est un temps d'arrêt, en fait. Tu n'as pas le choix de te poser des questions. Puis tous les parcours entrepreneuriaux sont intéressants à ce niveau-là, mais tu sais, lui, il est vraiment comme spécialisé pour ce qu'on fait. C'est vraiment spécial, ce qu'on vit à Quartier Artisan. C'est une bulle. Puis je suis hautement reconnaissante d'avoir été parmi ces gens-là. C'est vraiment une montagne russe, là. Tu sais, on a pleuré, on a ri, on a fait la fête. C'était vraiment comme... C'était vraiment une belle bulle qui m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai été capable peut-être d'adresser mes démons, de voir aussi les petits wow qu'il y avait aussi dans mon entreprise, qu'est-ce qui est extraordinaire, qu'est-ce qui a besoin d'être changé. J'ai tissé des liens vraiment, vraiment incroyables avec des gens aussi. Fait que ça m'a beaucoup inspirée. Puis je pense que c'est par la suite, j'ai comme une maturité entrepreneuriale. Puis là, j'ai réussi à adresser certaines affaires. Puis c'est là que... Je pense, honnêtement, le questionnement va être sans fin, là, mais oui, c'est clair. C'est ça qui se passe. Là. Ouais, tu mais tu sais, ça a vraiment comme... C'était l'engrenage, ça a commencé là, puis là, je suis là-dedans, puis c'est en continu. Puis tu sais, je veux absolument qu'on parle de ton manifeste. Est-ce que ton manifeste est né après ça, ou c'était déjà fait? Parce que moi, je l'ai lu quand tu l'as partagé, tu sais, ça s'appelle « Douceur violente d'un rappel à l'ordre ». Puis j'invite tout le monde à aller lire, d'ailleurs, tu sais, c'est quand même... Ça vaut la peine de s'y plonger, mais est-ce que c'est né après? Ou ça fait partie de ces réflexions-là? Oui, j'étais en écriture pendant le Quartier Artisan. Là, je parle comme si j'écrivais un roman. Oui, ça a été quasiment ça. Mais ça a c'est été dur, très long. J'avais besoin de... Je pense que je me suis accrochée à l'idée de la publication du manifeste, puis à ce moment-là, je changeais mon site web aussi. Fait que j'ai été très bien accompagnée aussi... avec Véronique Lafortune du Billy Club, puis Malcolm Chambers de anciennement Chapitre Zéro, qui sont des collaborateurs vraiment précieux avec qui j'ai pu vraiment remettre en question c'était qui SR, puis c'était quoi SR. Puis c'était très, très, très challengeant de se poser ces questions-là, tu sais, intrinsèquement de se demander qui suis-je, où je vais. Puis est-ce que tu me dis que ça a eu un impact sur toute ton image visuelle aussi? Ça a tout sur ton identité visuelle, ou ça, c'est resté comme relativement le même, mais quand ils ont refait le site Internet? Oui, je pense que l'identité était déjà présente. C'est plus au niveau du message, puis de vraiment du qui, là. J'ai vraiment aligné tout ça, puis tout s'est comme combiné, puis faisait du sens. Puis je pense que j'ai peaufiné après ça l'image de marque, puis ça, c'est un travail, tu sais, je peux pas te dire aujourd'hui je suis où est-ce que je veux être, mais j'ai quand même ma vision qui est nourrie, puis j'essaie de la modifier de jour en jour, mais
je pense vraiment que c'est un travail. Tu peux pas dire, OK, aujourd'hui, je suis cette personne-là, puis c'est ça mon entreprise. Je pense pas que c'est ça la réalité d'une entreprise. Je pense que ça fluctue, ça bouge, puis il faut accueillir ça, puis il faut être capable d'être assez sensible pour comprendre que, OK, peut-être que c'est pas nécessairement ça ma direction. Surtout qu'on a que ça change. Exact, puis on a des entreprises qui nous sont collées à la peau, là. Ouais. Tu sais, ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, là. Fait que, tu sais, immanquablement, on bouge à travers les années, fait que c'est correct de revisiter ça, tu sais, mais en même temps, pour ceux qui l'ont pas lu encore, ton manifeste, es-tu capable de le résumer, genre en trois phrases? Écoute, je peux essayer. En fait, c'est vraiment... je pense que c'est parti de là, mon questionnement, à vouloir un peu me détacher du secteur de la mode, comme elle est fait maintenant. Fait que j'explique un peu en quoi... en gros, c'est comment mon éco-anxiété est née. Puis elle s'est assumée, puis elle s'est dit « OK, Marie, ça marche pas. » Comme là, tu t'en vas vraiment à côté de ce que t'es, puis t'es pas heureuse, tu sais. Fait qu'en gros, j'explique un peu... comment ça s'est passé dans ma tête, puis aussi la façon dont SR a envie d'être pour peut-être être un pilier ou une marque qu'on peut reconnaître pour son implication, puis sa transparence, puis son désir d'ouvrir la discussion, puis changer les méthodes de fonctionnement. La réponse... exact, puis la solution, je l'ai pas à l'heure actuelle, mais j'ouvre la discussion à tout simplement dire que on n'a pas envie de faire partie. Quand je parle au « on », c'est notre communauté, c'est les gens avec qui je travaille, c'est mes collègues. On n'a pas nécessairement envie de faire d'être l'autruche qui a la tête dans le sable. Tu sais, l'industrie de la mode ne va pas bien. Il n'y a pas de solution durable aux déchets textiles en ce moment. Il y a de très belles petites initiatives qui existent et que je salue hautement, mais qui ne sont qu'un plaster sur le grand bobo de ce problème-là. Fait que c'est un peu mon... tu sais, je le relisais en pleurant au début, puis j'étais comme... Ça va pas bien, tu sais. C'est tellement tough d'être cohérent parce que, tu sais, même, je parle en joaillerie, puis c'est la même chose en céramique. Je sais que c'est probablement la même chose en verre, mais on travaille avec des déchets chimiques extraordinaires. Puis à quel point est-ce que le monde a encore besoin de nouveaux objets? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça aussi la question, tu sais. Mais je veux dire, moi, puis je parle de ça, puis ça me fend le cœur en même temps parce que c'est ça que j'aime le plus faire au monde. Mais tu sais, si on se pose la question, à quel point on a besoin d'en remettre, là? Fait que c'est vrai que c'est un bon questionnement, puis je comprends que tu aies eu envie un petit peu de pleurer, parce que comment est-ce qu'on fait pour être cohérent dans notre façon de vouloir faire quelque chose à la main, qui est accessible, qui est pas environnementalement tough, puis que, tu sais, comme... Aïe, 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 c'est Mais la dur. réalité, c'est que monsieur, madame, tout le monde, je nous inclus parmi ces gens, on aura toujours besoin de se vêtir, de se faire valider socialement, d'avoir des très beaux verres qui coûtent cher, qui sont faits à la main, d'avoir une belle étoffe. Tu sais, ça fait partie de nous comme humains. Maintenant, ce qu'on peut changer, si ce paramètre-là, on peut pas le changer, c'est comment on produit ces choses-là, puis comment on fait pour que ce soit durable, puis qu'on arrête de faire semblant que, ben non, on le met dans le bac à recyclage, ça va être recyclé. C'est pas ça qui arrive, tu sais. C'est pas ça qui arrive, puis tu m'emmènes sur un point vraiment intéressant, parce que je voulais savoir, dans ton manifeste, tu parles d'une éco-conception méthodique et réfléchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'aimerais ça, faire une éco-conception méthodique. Je sais un peu comment tu travailles quand même, mais est-ce que tu es capable de nous donner des grandes lignes pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes-là dans notre travail, ou comment toi, tu le fais dans ta démarche artistique, mettons? Ben déjà, c'est de s'informer à quels sont les impacts de notre pratique, parce que, tu sais, je pourrais te dire, moi, ma pratique, c'est tel impact, mais toi, je connais pas exactement quel produit tu utilises, qu'est-ce qui t'importe, c'est quoi l'impact de transport, tout ça, c'est juste d'être conscient déjà de tous les paramètres de la conception de l'objet ou du vêtement ou peu importe. Puis après ça, essayer de le décortiquer puis voir comment je peux réduire. Est-ce que je peux m'approvisionner de... Je sais pas, dans ton cas, t'es joaillère, est-ce que ça peut être des restants de métal qui sont recyclés, refondus, qui ont moins d'impact que si ça avait été pris dans... Oui, c'est ça, on essaye plein d'affaires, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est de comprendre les paramètres, puis essayer de travailler en circularité.
j'ai fait à l'hiver une formation en gestion des déchets textiles et circularité chez Vestec Pro, qui est affiliée avec le Collège Marie-Victorin. Donc, c'était un cours de soir sur quelques semaines. Puis, j'ai vraiment comme compris aussi qu'il y a tellement de petits micro-paramètres qu'on comprend pas dans nos pratiques. Par exemple, si je fais une chemise en lin, puis je me dis, OK, cette chemise en lin-là, parfait, elle va être biodégradable à sa fin de vie. Mais si cette chemise en lin-là a été faite dans un champ où est-ce que c'est plein de produits chimiques, puis c'est vraiment dégueulasse, ben c'est pas pertinent de mettre de l'avant cette chemise en lin-là parce que elle va avoir une pollution ou un impact qui est vraiment épouvantable. Fait qu'il faut vraiment comprendre à chaque chaîne qu'est-ce que tu utilises le plus possible. Puis c'est pas facile, là. C'est vraiment pas... Puis c'est moi-même, je veux dire, j'ai pas les réponses absolues à tout ce que j'utilise, mais c'est de comprendre qu'est-ce que tu prends, puis c'est quoi l'impact, puis comment, ben peut-être mettons que j'ai choisi un lin qui est vraiment traçable, qui a une production qui est clean, qui a pas pris trop d'eau, qui est durable et tout. Ben de savoir après sa production, mes déchets, ils vont être utilisés comment, puis qu'est-ce qui revient pour être le plus possible en circuit fermé, puis éviter d'avoir ultimement des restants de déchets qui vont à l'enfouissement puis qu'on sait pas quoi faire avec. Ben oui, puis après ça, si tu veux être capable d'avoir cette pratique-là, ça m'emmène à mon autre point, il faut que tu sois capable de passer ton message, puis le partager sur tes réseaux sociaux, puis sur ton site Internet, mais principalement, je pense, sur tes réseaux sociaux pour que ça ait cet attrait-là. Puis toi, tu arrives à faire ça. Ben, tu sais, je veux dire, je vois de l'information, tu sais, tu essaies de sensibiliser les gens. Est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture à ça? Tu sens-tu que ça sensibilise les gens? Est-ce que ça touche les bonnes personnes? Tu sais, c'est tout ça mon problème, mon questionnement. Je veux pas trouver qui est à la base de ça, mais c'est... Oui, je pense que ça touche certaines personnes. Par contre, malheureusement, on n'a pas les tribunes pour le faire. On peut pas juste se dire que Instagram va vraiment informer tout le monde avec la réalité de l'algorithme en ce moment. On touche un infime segment de gens. Donc, puis je t'avoue, des fois, je suis là devant ma programmation de contenu, puis je suis complètement découragée parce que je me dis, tu sais, je vais faire ça, je vais avoir mis énormément d'efforts, je vais avoir mis mon cœur là-dedans. Puis au final, il y a 5 personnes qui vont le voir, tu sais. Ouais, je sais, c'est ça. J'aimerais éventuellement peut-être écrire un blog où l'information se transporte un peu plus. Mais tu sais, c'est quelque chose que je voudrais améliorer. Après ça, quand on porte tous les chapeaux, c'est difficile d'exceller dans tous. Je fais vraiment du mieux que je peux. Mais j'aimerais absolument trouver une façon de communiquer mieux comme tout ce que j'ai à dire. Puis tu sais, juste aujourd'hui, ce balado-là, d'avoir cette tribune-là, c'est vraiment génial parce qu'on peut justement parler de ces enjeux-là puis être écouté. Tu sais. Ben oui, mais c'est très cool. OK. Je voulais revenir sur tes réseaux sociaux. Oui. Juste parce que c'est plate, mais ça fait partie de notre réalité d'artisan. Comment tu gères ça? Toi, t'aimes-tu ça? Est-ce que tu sens... Moi, ça, c'est la question que je vais poser à tout le monde. Sens-tu que, mettons, avec... Tu sais, es-tu capable de suivre le fil, mettons? Là, je t'ai déjà... Premièrement, je t'ai entendu parler de programmation de contenu, ce qui est déjà exceptionnel. Parce que moi, je suis plus du genre que si je faudrait que je mette là-dessus aujourd'hui. Fait que je suis pas très bonne. Tu sais, c'est génial. Puis après ça, tu sais, moi, je suis déjà larguée, là. Tu sais, je trouve... Tu sais, TikTok, je suis déjà pas là. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, dans 10 ans, je suis plus dans le game, là. Tu sais, je le sens que j'ai une date de péremption, là, qui est éminente. Et j'étais curieuse de savoir comment toi, tu gérais ça. Tu sais, tu t'adaptes bien à tout ça? J'essaie, mais je trouve que la relation avec les médias sociaux peut vite être malsaine. J'essaie de prendre une pause dans le dernier mois où je me suis juste effacée. J'avais une présence vraiment minimale là, pour quelques partages de contenu. Puis sinon, tout était programmé là, d'avance parce que j'avais juste besoin de pas voir. Tu sais, c'est facile qu'on tombe dans le feed, là, je sais pas le terme français. Là, ben oui, c'est le feed, là. Le feed, on tombe dans le feed, puis écoute, c'est un trou noir sans fin, c'est un vortex, là. Puis t'es là-dedans, puis là, tu commences à te comparer, t'es comme, OK, il y a des femmes enceintes, j'ai pas de bébé, c'est ça, il y a des parce maisons, puis même si je suis sur mon Instagram pro, je vois tout ça, puis là, moi, ça me trigger comme entrepreneur, puis je suis comme, OK, j'ai fait des sacrifices dans ma vie, je suis pas nécessairement au même lieu que certaines autres femmes de mon âge. Puis là, c'est sans fin. C'est hot parce que, tu sais comment... Je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que c'est sûr qu'il y a des gens, après ça, qui voient ton feed à toi, puis qui se disent...
mon Dieu, je suis donc ben pas l'entrepreneur qu'elle est. Tu sais, comme on est tout le temps en train de se comparer tout le temps, c'est bête, là. C'est ça qui est vraiment nul, puis triste. C'est nul, puis ça met aussi, tu sais, puis ça m'amène à un point important qui est la copie, parce que ça nous emmène aussi à partager tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ça nous met très, très vulnérables, parce qu'évidemment, il y a des compagnies qui peuvent prendre avantage de ça, puis toi, t'as été victime de ça, tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, c'est quand que c'est arrivé? En février, mars? Ouais, février dernier, j'ai... Mais plagié big time, là, pas juste comme un petit peu, là. Une copie conforme de mon esthétique. Ils ont tout pris, là. Ils ont réutilisé le graphisme. Ils ont juste changé le nom des odeurs puis la typo des bougies, là. Fait que ça a été un coup dur, mais en même temps... Certains clients me disaient « Prends-le comme une fleur, c'est parce que tu fais bien. » Mais c'est juste que j'ai pas le poids de cette entreprise-là qui est à l'étranger. On peut pas se battre contre ça. C'est David contre 1000 Goliaths, là. Je me sentais comme ça. Puis, c'est ça, ça fait partie un peu du lâcher-prise que d'être entrepreneur, là. Fait que j'ai juste essayé de passer par-dessus. Mais tu sais, c'est un coup dur parce qu'on travaille tellement fort. C'est notre bébé, c'est l'extension de nous. Puis là, j'ai juste quelqu'un qui le voit, puis le prend, puis c'est à moi maintenant. Tu sais, ça a été dur. Puis tu sais, la super Rachel avec qui je fais ce podcast-là me rappelait le quote, là, tu sais, la citation de Coco Chanel, là, tu sais, qui disait que pour moi, la copie, c'est le succès. Ouais. Il n'y a pas de succès sans imitation, sans copie, ou je sais pas trop. Mais est-ce qu'en ce moment, ça te rassure ou ça t'enrage, là? Tu sais, t'es peut-être pas rendu là. Ça m'enrage. C'est fâchant. Ouais, moi aussi, c'est ça. Je comprends l'idée de c'est une fleur, on copie ton travail, mais après, si ce joueur-là prend ta part de marché, puis que toi, après ça, tu sais, c'est sans fin, là. C'est juste comme, au niveau de la protection intellectuelle, je me sens vraiment comme un verre de terre. On peut rien faire. Oh non, c'est ça, c'est trop gros, tu sais. Puis est-ce que des obstacles comme ça, quand ça t'arrive, mettons, ça te donne le goût de faire comme, hey, laisse donc faire, je vais aller comme travailler à l'épicerie, mettons, ou je sais pas, d'autres choses, tu sais. Ça t'est déjà arrivé de faire ça, moi, ça m'arrive une fois par mois, je peux te dire, là, ça m'arrive, là. Les moments caramel que j'appelle, là. Oh, toi, OK, caramel. C'est un moment caramel, ouais, tu deviens comme le milieu de la caramel, là, t'es comme mou, là. C'est mon moment caramel. Moi, c'est mon moment fleuriste. Tu vois, moi, quand ça m'arrive, ces affaires-là, je me dis, je pourrais peut-être juste être fleuriste, tu sais, juste placer des fleurs toute la journée pour rendre les gens heureux, puis ça serait ça. Mais caramel, c'est très bon. Oui, mais j'adore l'idée parce que, tu sais, je pense que fleuriste aussi, ça aurait pu être une vocation. J'adore les fleurs. Mais oui, cette journée-là, peut-être quand je l'ai vue, ça m'a vraiment fait mal. Puis je me suis dit, je vais juste comme... J'ai tellement eu du support de ma petite communauté. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis les gens étaient là, puis ils étaient comme, c'est dégueu ce qui se passe. Puis on a partagé, puis on l'a dit, on a reshare, puis tout. Puis j'étais comme, waouh, c'est vraiment gentil de comme valider juste ce parce que c'est tout ce qui reste au final. C'est tout ce qui me reste. C'est ça, tu peux pas faire autrement. Je me dis, la personne qui copie, si elle a la petitesse d'esprit d'aller là, puis de pas se faire assez confiance, elle, créativement, je me dis, tu sais, mon essence à moi est intouchable. C'est intouchable. Fait que j'ai juste à faire mieux. Mais c'est juste, j'ai pas envie de devenir en performance de comme, OK, je vais faire mieux tout le temps. Tu sais, j'ai juste envie de faire mon travail puis d'être respectée pour mon travail. Mais tu sais, malheureusement, il y a différentes mentalités puis il y a des gens pour qui c'est pas grave d'aller copier. Fait que c'est juste, c'est un enjeu difficile, mais en même temps, la sagesse... C'est fou, hein? C'est dur à imaginer, ça, quand t'es un créateur, de juste faire comme que quelqu'un est bien avec ça. On dirait que dans ma tête, ça se peut pas, tu sais, de savoir que quelqu'un pourrait faire comme « Hey, c'est une bonne idée, il y a beaucoup de gens qui le font aveuglément, là, ils s'en rendent même pas compte, ils font pas l'effort, on dirait, d'aller se renseigner, puis tu sais, j'en vois même à échelle assez rapprochée, là, des fois, des choses qui sont juste revisitées, mais étroitement, puis tu te dis « Wow, OK, tu sais, est-ce que c'est un manque de connaissances, de sensibilité? » Tu sais, c'est vraiment important, je pense aussi, quand on est entrepreneur, de faire l'effort de faire une veille concurrentielle, puis voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, puis faire attention à respecter le travail des autres. Oui, c'est clair, mon Dieu. Tu sais, on se mentira pas, là, l'inspiration, elle est partout, puis c'est possible qu'on ait des inspirations très semblables en même temps. Mais si elle a été faite avant toi, il faut quand même respecter ça, puis aller ailleurs, puis faire l'effort d'aller ailleurs, tu sais. Oui, c'est clair. Puis tu sais... quand tu te fais copier de même, est-ce que, tu sais, là, tu continues à faire tes chandelles, je veux dire, immanquablement, moi, j'aurais jamais envie d'aller l'acheter ailleurs si je te l'achète à toi. Ça fait partie aussi de, on endosse ce que t'es, ton manifeste, ta façon de travailler, ta façon de produire, puis on endosse aussi le fait que c'est un commerce local, puis tout ça, tu sais, de proximité. Mais est-ce que,
quand on a une vision un peu durable puis écologique, tu sais, ça ressemble à quoi une vision de croissance? Tu sais, mettons, là, je pense à tes sprays, tu sais, aux vaporisateurs puis tout ça, tu sais, là, il faut que tu développes d'autres produits, j'imagine, pour rester concurrentiel. Ben, Puis est-ce que ça se peut, une vision de croissance, quand tu veux être en éco-responsabilité? Puis en décroissance, En finalement. décroissance, ouais. Comment ça se peut? Ça se peut, c'est une bonne question. Immanquablement, le marché a faim de nouveautés. Ça, c'est typique, là. Même récemment, j'envoyais mon catalogue 2024 à mes partenaires, puis j'ai fait l'effort d'ajouter de la nouveauté, puis je me disais, tu sais, il me semble les produits, Ils sont bons tout le temps, là. C'est ça, c'est bon pour la vie, là. Oui, c'est ça, comme exact. Les odeurs sont bonnes. Souvent, les gens vont acheter les mêmes types d'odeurs aussi. Fait que c'est quoi l'idée de toujours en rajouter? Mais je comprends, on a besoin la petite nouveauté qui fait qu'on est accroché, puis on a le goût, puis on est curieux. Tu parlais des parfums d'ambiance, c'est un très bel exemple. Je les ai lancés, ça fait 2 ans maintenant. Puis j'ai toujours pas le système de recharge pour ceux-là. Souvent, dans mon entourage, j'invite les gens à juste venir avec un pot maçon puis on les remplit direct à l'atelier, mais tu sais, c'est un peu informel, là. C'est juste comme, amène ton pot puis on le remplit puis tu sais, je te charge le produit puis c'est tout. Mais en fait, la réalité, c'est que pour répondre à mes standards d'éco-conception puis d'avoir le moins d'impact possible, je me dois d'avoir un produit qui est aligné avec ça. En ce moment, j'ai des contenants qui sont en aluminium, qui sont recyclables à l'infini. Fait que là, ça, déjà, c'est parfait. Mais tu sais, je suis en discussion avec Recyc Québec puis d'autres organisations au niveau du recyclage puis de la production du plastique. C'est extrêmement compliqué de trouver un type de plastique qui va être pris en charge dans les centres de tri et recyclé pour de vrai. Fait que quand même que tu me dis que... Pour de vrai, c'est pas banal. Si t'as un plastique PET puis que tu veux qu'il soit recyclé, mais peut-être qu'à Chambly, ton centre de tri le prendra pas, mais qu'à Victoriaville, il va le prendre, puis à Montréal, il va le prendre. Tu sais, ça dépend vraiment c'est ça. Fait que c'est vraiment compliqué. Il manque vraiment d'accès à ça, sincèrement, puis je sais pas... tu sais, peut-être je suis dans l'ignorance, mais je suis vraiment en train de chercher une solution à ça, de trouver comme l'accessibilité à ces matières-là qu'on sait à 100% qui vont être prises en charge puis vont être recyclées, parce que j'ai pas envie de créer un sac de recharge qui finalement va finir à la poubelle puis va prendre ça fait pas de sens. 200 ans à se défaire dans le dépotoir. Fait que ça, pour moi, ça fait pas de sens. Fait puis quand on a une démarche comme la tienne, qui utilise des matières qui sont relativement nobles, dans le sens où tu veux être capable de le recycler, tout ça, c'est quand même des frais. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup de frais quand même. Tu sais, il faut que tu sois bonne. Mais est-ce que tu gardes-tu des tableaux Excel pour tout ça? T'es-tu comme super tête avec tes chiffres? Je te pose la question comme une petite fille. Je suis comme, comment tu fais, là? Tu sais, comme... Non, mais tu sais, est-ce que tu te fais des plans, tu sais, financiers sur 5 ans, sur 2 ans? Tu sais, on est beaucoup dans le day-to-day, puis souvent, on est dans la survie, ou quand il faut que tu demandes des subventions. Je sais que tu veux, tu sais, explorer de nouveaux produits, faire de la recherche, puis tout ça, puis il faut que tu sois tête, là, pour tes chiffres dans ce temps-là. J'ai fait des budgets, c'est sûr, là, pour pas dépasser. Parce qu'en même temps, tu veux pas faire non plus un produit, un parfum d'ambiance qui va te coûter 50 $. Ce qui est très, très difficile, c'est que tu as beau faire des prévisions du marché, tu sauras jamais qu'est-ce qu'il va faire. En ce moment, on est en crise économique-ish, là. Fait que, tu sais, même si j'essaie de manger mes marges pour que mon parfum d'ambiance soit encore accessible par rapport à tout ce qu'il y a d'autre sur le marché, la réalité, c'est que j'ai aucune assurance qui va être comme ça va être un hit, ça va être super vendu. Fait que, tu sais, oui, j'en fais des prévisions, oui, j'en fais des budgets, mais il reste que la meilleure chose, c'est de prendre le pouls le plus souvent possible puis d'essayer de faire des petits achats en conséquence, produire, tu sais, les chandelles, comme je fabrique les contenants, ça, c'est pas perdu. Fait que j'ai mon inventaire de pots qui sont prêts à la production. Puis quand j'ai les commandes B2B avec les boutiques, ben là, on va faire la production comme pour que ce soit vraiment frais puis que ça fasse pas comme 6 mois qui sont faits. Oui, c'est ça, c'est bon. Fait que ça me donne une certaine flexibilité. Ma façon de fonctionner avec l'entreprise, c'est vraiment axé sur la flexibilité. Fait que, je travaille avec une
une pigiste qui va... pigiste, je sais pas comment on dit, une artisane qui va prendre à contrat. Une sous-traitante à contrat, ouais. exact. Qui va prendre la production des chandelles, qui m'offre une flexibilité, fait qu'elle me dit pas, mettons, je t'en fais seulement 5 000, puis après tu t'arranges, tu sais. Fait que là, on fait des petits lots, puis on réajuste souvent, fait que, tu sais, c'est plus cher à la production que d'avoir un employé ici que je paye à tous les jours à l'heure, mais ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Puis on évite aussi d'avoir des produits qui sont passés date, puis qui... parce que c'est important pour moi d'offrir une qualité, puis je pense que SR Maison se démarque sur le marché en ce moment parce que c'est vraiment un produit de qualité. Tout est fait de A à Z. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de conserver là, pour garder tout le monde fan de ces produits-là. Oui, exact. Puis t'as-tu un... J'ai aimé ça. J'aime ça demander ça, là. Savoir, toi, si tu avais une question à demander, tu sais, parce que clairement, tu es ferrée en organisation. Je trouve que t'as de l'air bonne dans tout, là. Est-ce que tu fais... J'ai l'air. Non, mais t'as de l'air, exact. Non, mais c'est ça à laquelle on accède. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu dis, comment ils font telle affaire? Tu sais, y a-tu un élément, y a-tu un défi ou y a-tu quelque chose que tu dis, mais comment ils arrivent à réaliser tel... Tu sais, on a ça souvent, justement, quand on est sur nos réseaux sociaux. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent de faire comme... Comment ils arrivent à avoir autant de temps pour faire du contenu? Comment ils y arrivent? Tu sais, pour moi, ça, c'est une grande question, mais c'est pas ma question. Là, je voulais savoir, tu sais, comme toi, si t'as quelque chose que tu te demandes en secret, là, quand tu regardes ton téléphone. Exemple, quelqu'un qui fait 3 clics sur QuickBooks puis qui sort toute son information, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ça, mais tu vois, c'est là où nous, on n'est pas pareil. Moi, mais c'est vrai que c'est génial. J'aimerais être, tu sais, comme, je suis fonctionnelle, mais je ne suis pas experte. Puis je m'entoure des experts pour réussir à faire fonctionner ça. Mais j'aimerais vraiment, tu sais, quand je vois des collègues entrepreneurs qui sont comme, ah oui, j'ai fait mes taxes, ça m'a pris 30 minutes. Moi, je suis genre 3 jours plus tard, ah oui? Oui, c'est ça, comment? Oui, c'est ça, c'était facile. Parce qu'il y en a qui sont têtes puis qui aiment beaucoup ça, là. Moi, j'aime vraiment pas ça, mais mon anxiété fait en sorte que je me discipline à le faire. Je suis dans ta gang, tu sais, c'est mon anxiété qui fait que je deviens bonne, mais j'aime pas ça pantoute, là. J'ai pas de plaisir, là, durant, mais je sais que c'est un mal nécessaire. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai amélioré, justement, pour essayer de me soulager, là, par rapport à ce stress-là, là. Oui, parce que tu as 2 options quand tu es anxieuse par rapport à ça. C'est soit que tu le regardes jamais, soit que tu fais comme si ça existait pas jamais, ou soit que tu y vas puis que tu essaies de vraiment faire de ton mieux. J'essaie vraiment d'être moins team déni, là. J'ai été longtemps dans cette équipe-là, puis là, j'essaie de plus être ça, Non, exact. Puis est-ce que, à contrario, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Parce que là, t'as clairement t'as du vécu, là, ça fait une couple d'années que tu fais ça. Tu sais, mettons que quelqu'un qui commence, tu sais, qui sort de l'école, puis qui fait comme, je pense que j'aurais goût de commencer quelque chose, puis clairement, t'es professeur aussi, fait que tu les accompagnes, ces nouveaux entrepreneurs-là, tu sais. Est-ce que tu as un conseil à donner pour des artisans ou des designers, tu sais, qui commencent, là? J'en aurais 2, oui. Le premier étant d'être résilient, parce que pour être entrepreneur, ça prend énormément de lâcher prise. Autant on peut saluer des petites victoires puis des bons moments, autant il y a des deuils à faire parce qu'on doit prioriser son projet. Fait que clairement, la résilience. Puis sinon, être discipliné parce que souvent, si on a la fibre entrepreneuriale, c'est qu'on a un grand besoin de liberté ou on n'a pas envie d'avoir de tête dirigeante au-dessus de nous. On a envie vraiment d'amener notre vision. Puis si tu es entrepreneur, ça vient aussi avec cette absence de cadre-là parce que tu deviens la personne clé. La personne ressource à tous les niveaux. C'est ça. Fait que d'être discipliné parce que justement, ce cadre-là sort. Fait qu'il faut absolument que tu te disciplines puis que tu sois résilient. C'est ça que je dirais pour un nouvel entrepreneur. C'est parfait, c'est noté. Mais là, on arrive à la fin. Oui. Puis, il faut que je te demande, est-ce que, tu sais, quand on travaille sur la mise en place d'une entreprise qui est en mode durable, qui est là pour durer toujours, par sa définition, ça veut dire que, est-ce que SR pourrait vivre après Marie-Christine Fortier? Est-ce que tu le vois, ça? Y as-tu déjà pensé? Comme faire la passation de l'entreprise? Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait? Je pense que oui, si j'arrive à faire un leg de l'idée puis de la vision du projet, puis je m'entoure des bonnes personnes, absolument. Je pense pas à tout prix dans le sens où mon but, ce serait pas de vendre l'entreprise, prendre ma retraite puis sortir de ça.
Je pense un bon exemple, ce serait Yvon Chouinard, ce qu'il a fait avec Patagonia dans les dernières années. En fait, plutôt que de vendre l'entreprise ou de la mettre à la bourse, il en a fait don à la terre, à simplement un fonds pour l'environnement. C'est ça qu'il a fait. Fait que, juste parler de ça, j'ai des frissons. Moi aussi, j'ai un frisson quand tu m'en parles. Voyons donc, comment je pourrais faire ça, moi, un don à la terre? Mais non, mais c'est vrai, c'est super, c'est super. Ben, c'est beau, c'est pur, puis au final, les profits servent à faire rouler Patagonia et à investir dans des actions pour l'environnement. Ben oui, c'est fait que tu continues à être complètement en lien avec ton entreprise, tu sais, jusqu'à la fin, c'est super, vraiment. Puis quand tu vas avoir fait ça, là, mettons là, que tu as 150 ans, là, tu vas faire quoi? Tu sais, comment tu te vois plus tard, comme plus vieille? Tu sais, est-ce que tu te vois à la retraite en Floride? C'est rare que c'est ça qui arrive. Non, mais est-ce que tu te vois, tu sais, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu vas travailler toute ta vie? Tu sais, quand c'est une passion qu'on fait, souvent c'est ça, ou peut-être qu'on a le goût d'aller en Italie, ou tu sais, je sais pas. L'option Italie me parle beaucoup. Oh, oui. Là. Oui, dans un verger, écoute, en Toscane. Mais écoute, je pense que la réponse à ça, ça serait, je pense pas qu'il faut travailler toute sa vie parce que, encore une fois, on passe un peu à côté de... On va avoir travaillé toute la vie durant, puis on a besoin, je pense, à un moment de juste vivre, tout simplement. Oui, c'est ça. Vivre. Je me vois rester active physiquement puis mentalement, là, intellectuellement. J'ai comme projet de peut-être faire des certificats par-ci par-là en littérature, en sociologie, juste pour me nourrir. Puis, ma marraine fait ça encore. Elle n'est pas retraitée, mais elle est à l'université, elle fait des cours. Puis je trouve ça absolument inspirant de voir qu'il n'y a pas d'âge, dans le fond, pour rester connecté. Puis je pense que c'est super important de côtoyer les différentes générations tout au long de notre vie pour justement prendre le pouls de quelles sont les perceptions des jeunes et plus vieux, puis d'être à l'école, puis de juste être dedans. Je trouve que c'est une belle façon de rester active. Fait que je pense que je dirais ça, puis être près de la nature parce que c'est vraiment ce qui me fait du bien. Fait que, oui, fait que tu ne seras pas à la tête de ton entreprise tout le temps. Là, je me vois pas faire du 60 heures à non, mais c'est ça, tu sais, il y en a qui sont comme, moi, je vais coudre jusqu'à ce que mes mains veulent plus, là, tu sais, mais... j'aimerais... Ou faire des bougies. Ouais, j'aimerais servir à continuer d'avoir un impact positif, puis, tu sais, nourrir tout ça, puis passer un peu cette passion, oui, la transmission, c'est important, là, oui, vraiment. Des gens passionnés, puis être inspiré par ces gens-là, mais pas nécessairement comme être là à temps plein, là, mais à 100%, oui, dans l'optique où je veux pas être assis chez nous à rien faire, tu sais, j'ai envie de rester active là-dedans. Oui, ça sera jamais ça, mais ça sera pas, ça va peut-être se changer en d'autres choses. Mais non, c'est parfait, je te le souhaite, en tout cas. Puis, question en rafale. Oui. Prête? OK. Si tu pouvais collaborer avec un artiste ou un artisan pour réaliser la pièce de tes rêves, ça serait quoi? Ça serait qui? Qu'est-ce que tu ferais? C'est dur comme question. On a parlé de Patagonia tantôt, mais je pense que je resterai un peu dans cette ligne-là avec Rose Marcario, qui était l'ancienne chef exécutive chez Patagonia. Puis je nomme elle parce que c'est une femme, tout simplement, puis j'ai envie de mettre les femmes de l'avant. C'est parfait, on va célébrer ça. Oui, célébrons ça. Puis l'idée un peu improbable de SR qui collabore à une ligne qui est un peu plus design, un peu plus comme des grands trench intemporels, puis en gardant un peu l'idée puriste, fonctionnelle de Patagonia, durable aussi, avec toute leur chaîne de revalorisation. Puis, mais les puristes Patagonia diront non, c'est vraiment pas la mode qui est au cœur de Patagonia, et je suis d'accord. Puis récemment, ils ont sorti une publication là-dessus. Mais tu sais, on rêve puis on imagine, mais je pense que, comme on disait tantôt, les gens auront toujours besoin de s'habiller puis Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ça. avec cette compagnie-là, ouais, puis faire une pièce, ben, je pense que je ferais un magnifique trench, très designer, mais avec Patagonia, puis je sais pas, un peu comme Vaillance avec Arc'teryx. C'est comme la marque un peu élevée de cette compagnie-là. Fait que je trouve que c'est comme d'élever un peu le design puis d'aller chercher comme une autre part de marché tout en communiquant les mêmes valeurs. Fait que je pense que ça serait ma collaboration. Ben non, mais c'est super intéressant. Improbable. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu venir. J'adore ça. Surprise. Est-ce que tu as une inspiration en design ou en métier d'art que tu aimes puis qu'on pourrait partager au monde entier? Oui, avec plaisir. En ce moment, la femme qui m'inspire le plus s'appelle Neri Oxman.
C'est une architecte, designer, elle est professeure également et chercheur. Elle veut vraiment s'intéresser, en fait, elle fait des recherches, elle est plus au niveau de l'architecture puis de l'objet. Donc, ses recherches sont sur la convergence entre la biologie, le design, la tech, puis elle va intégrer des principes naturels puis informatiques. Fait que je vous invite à aller voir sur Netflix, il y a une très belle entrevue avec elle qui s'appelle, le documentaire, c'est Abstract. Okay. Puis il y a différentes interviews, puis il y en a une avec Neri Oxman. Puis c'est juste vraiment de sa participation au sein de la nature, de créer avec ce qui est, puis donner des paramètres puis un certain langage à la nature pour créer des objets qui sont un peu inattendus puis auto-construits, mais grâce à la nature. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant parce que ça va au-delà du AI puis au-delà de tout ce qu'on connaît. Bon, oui, c'est vraiment visionnaire. Tu sais, maintenant, en 2024, on est comme, OK, la femme, elle est spéciale, mais au final, c'est un génie, puis j'ose espérer que le patrimoine qu'elle est en train d'instaurer va grandir puis vraiment devenir... Fleurir aussi, tu sais, faire des petits, là, c'est cool, ça. Un exemple vraiment fou, là, qui montre justement dans Abstract, c'est qu'elle a créé un dôme géant en utilisant, je pense, 6500 verres à soie, puis en donnant les paramètres aux verres avec une structure d'aluminium, les verres ont auto-créé ce dôme-là en le tissant, puis c'est devenu comme une imprimante 3D, mais avec des verres. C'est ça, je te pour dire, c'est vraiment un pied de nez à l'intelligence artificielle puis l'imprimante 3D, puis c'est hot, tout ça, c'est les forces de la nature, fait que se basant sur ces recherches-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre naturellement, biologiquement, avec les paramètres qu'on a, l'intelligence, la tech, c'est infini. Puis ça, moi, je trouve ça hallucinant. Puis, tu sais, ça m'inspire aussi dans mes propres projets de recherche pour essayer de trouver une solution à nos déchets textiles dans l'industrie de la mode. Fait que juste cette femme-là, pour moi, c'est comme un pivot. Elle arrive au bon moment, puis c'est vraiment, ça me nourrit beaucoup là, son travail. Wow, d'un point de vue plus léger, ta toune, t'as-tu? Après, tu sais, je suis comme, mon Dieu, on devrait arrêter ça là, c'est tellement intéressant. Non, mais c'est super, en fait, je trouve ça porteur d'espoir aussi, puis je trouve ça vraiment inspirant, je vais clairement aller voir ça. Je peux vite m'emporter dans ces sujets-là. Non, mais c'est super pertinent, j'adore ça. Puis, fait que là, ta toune, t'as-tu une toune que t'écoutes à l'atelier ou entrant dans l'atelier ou chez vous? Écoute, j'ai pas de toune, je suis plate de même, c'est pas une toune, c'est plus un mood. Ouais, mais vas-y. Je suis vraiment plus dans la musique ambiante. Fait que les artistes que j'écoute en ce moment, c'est surtout Hermanos Gutiérrez. Oui, c'est bon. Qui jouait d'ailleurs. Oui, c'est ça, je t'ai pas dit, je l'ai reconnu tantôt, je trouvais ça beau. Oui, et puis sinon, beaucoup d'artistes pianistes, là, Jean-Michel Blais, Alexandra Strelitzky, Sofiane Bamar. Ça, c'est un mood qui te permet... Qui est bon pour toi, tu sais, pour travailler. Oui, ça manque beaucoup, ça me calme, ça me rend vraiment créative aussi. Tu sais, j'ai des moments où c'est plus la musique folle, tu sais, des fois avec mes collègues, on va écouter de la musique des années 80, mais tu sais, quand je veux, moi, m'ancrer puis juste comme me calmer, je trouve que ça éteint un peu le flot de pensée dans ma tête, puis je suis juste focus, puis ça m'aide beaucoup. Ouais, c'était très bon, ça marchait, ça nous a aidés. Ça fait du bien. Puis une couleur. Si t'étais une couleur, je serais en fait l'absence de couleur, je serais le noir. Oui, j'aurais dû y penser. Le noir... Mais je n'ai pas pensé. Mais... Le noir, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a place à l'interprétation, parce que c'est à la fois aucune couleur, mais la couleur qui absorbe le plus de lumière. Fait que pour moi, juste le symbole de ça, c'est comme la force un peu, le mystère. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, puis je pense que ça serait ma couleur préférée. C'est ou bon mon ton, si c'est pas une couleur. Exact. Puis en même temps, ça laisse place à tout, là, tu sais. Il y a comme une grande possibilité. Puis, parlant de ça, qu'est-ce que je te souhaite, Marie-Christine, pour la suite? Pour la suite... Que ça soit pour toi ou pour SR, tu sais, dans les prochaines années, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer d'avoir du fun dans ce que je fais, carrément. J'aimerais pas avoir peur de mes ambitions puis qu'ils soient comme toujours plus grandes et folles. Être capable de repousser mes limites puis d'embrasser des défis qui sont plus grands puis juste me laisser porter par eux puis juste y aller, tu sais. Je trouve que tu as très bien fait ça, en tout cas. Ça va très bien. Je te le souhaite. Merci. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir ouvert ton cœur, ta tête, tu sais, comme d'être venu all-in. C'était merveilleux. J'ai appris plein d'affaires. C'est très intéressant. Plaisir. Je suis honorée. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci. Merci à toi. Je
tenais à vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, on veut le savoir. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos questions sur la page d'Objets communs, parce que vos commentaires, vos encouragements et votre soutien nous font du bien et nous poussent à continuer. Si le cœur vous en dit, laissez-nous aussi plein d'étoiles. C'est ça qui contribue au succès et à la longévité de notre beau balado. Vous avez adoré cet épisode? N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos parents, vos amis. Non seulement ça nous permet de faire rayonner le balado, mais en plus, ça vous permet de partager votre pratique. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à Objets communs sur vos plateformes de balado préférées et suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier Sarah Giroir, directrice de Quartier Artisan, grâce à qui tout ça est possible. Merci à Rachel Fortin pour avoir réfléchi le concept avec moi, d'être ma partner de feu à chaque étape et de contribuer grandement à la réalisation de ce merveilleux projet de cœur. Merci à Victor Saliba pour son travail magique à la captation et au montage. Merci à Daniel Bergeon pour la musique qui accompagne si bien nos épisodes et à Kat Laporte pour la création de notre magnifique visuel. Ce balado existe grâce à Quartier Artisan. C'est un organisme qui a pour mission de rassembler les artisans et les artisans d'entrepreneurs québécois et québécoises et de les accompagner dans leur développement professionnel. Le partage entre pairs par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage est au cœur de son approche. Ils sont vraiment trop méconnus et leur travail est extraordinaire. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter leur site web à quartierartisan.com et de vous inscrire à leur infolettre. Je m'appelle Gabrielle Desmarais. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt.